Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment été intéressée par un sac d'os de Stephen King. Ça m'a pris un temps incroyable. Mais je suis en train de finir, mais je ne l'ai pas fini, Songe de Mevlido d'Antoine Volodine. Et il y a une scène qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup, que j'ai lu hier dans le bus. On va la lire ensemble. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, Songe de Mevlido, ça doit te marquer. Volodine, c'est une découverte assez récente pour moi, donc je suis en train de tout lire. 2007. 2007, évidemment, c'est pas traduit parce que Volodine écrit en français. Et c'est vraiment un qui me plaît presque autant que Terminus Radieux, que j'ai adoré. Il y en a où je suis passée un peu à côté, d'autres où ça allait mieux. Enfin, sur Volodine, je suis assez en dents de scie. Ouais, c'est ça. 2007, et puis en poche 2015, le mien en tout cas. Celui-là, 7,90 en neuf, mais moi, vous le voyez, c'est Gibert et c'était 5,10. Bon, voilà, c'est pas très coûteux, c'est du poche, ça se lit, et ça tient au ventre, parce que il y en a d'autres, je sais pas, moi, j'avoue qu'un livre que je lis trop vite, ça avait été le cas pour Leslie Kaplan. C'est un truc qui est fait pour être lu vite, mais il me manque un truc, quoi. Peut-être parce que je lis vraiment, vraiment vite. Alors ça doit aussi jouer. Leslie Kaplan, ça suffit la connerie, il m'a fait un trajet de bus, quoi. C'est cher le trajet de bus, déjà que je peux le ticket et tout. Alors Mevlido, c'est un flic qui vit à Poulailler 4, c'est un genre de ghetto. Alors c'est comme souvent chez Volodine, et ça rejoint encore un truc que j'aime bien avec... dont je parle régulièrement, qui est la notion de paradigme absent qui a été développée par Marc Angenot, il faudrait que je relise l'article. C'est-à-dire que on est dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui n'est pas présenté comme un monde différent, qui est directement. Et donc ça n'est qu'au fur et à mesure du récit qu'on va voir une représentation plus directe du monde. Et c'est toujours étonnant de considérer que Volodine, il est considéré comme un auteur de littérature générale et Philippe Cadic comme un auteur de SF. Parce qu'on a des procédés qui sont très très proches. Mais il faut bien reconnaître que Volodine met en place un lyrisme dans l'écriture que n'a pas, donc qui vient de tout un chamanisme qui est hyper important dans le monde, qui met en place, j'allais dire dans sa littérature, mais c'est une question de monde, on n'est pas seulement dans une question de style. Et que ça, c'est pas exactement de la science, et donc qui amènerait une science-fiction, même si chez Philippe Cadic, finalement, de la science, il y en a, mais c'est loin d'être un donné constant. Et c'est plus une référence à des choses donc plus ancestrales, le chaman... enfin ancestral c'est toujours étonnant, mais du côté de l'irrationnel, donc le chamanisme, le bardo, le livre des morts, enfin des religions asiatiques, etc. Ah, la scène qui m'a beaucoup plu, là, alors j'ai adoré le début, l'arrivée de Mevlido en tramway, puis à pied dans Poulailler 4, donc qui est un ghetto, tout simplement. Quand il retrouve sa compagne, ça y est, j'ai encore oublié son nom, je suis nulle en nom. Sa compagne qui l'attend, je crois que c'est Yassar Belaga. Non, Maleya Bayalargue. Comment je confonds tout. Leur promenade, la folie de Maleya, enfin, tout ça est voilà, assez prenant. Donc, Songe de Mevlido, pour le moment, alors moi j'en suis arrêtée, je suis à la page 178, le roman en fait 448, donc je suis vraiment pas... C'est rare que je vous parle d'un bouquin en cours de route, mais vraiment là c'est une question aussi de scène, et que je trouve intéressant que la scène soit pas intégrale, quoi. Et Mevlido commence à aller voir une psychiatre ou psychologue, je ne sais plus, qui s'appelle Maggie Gang. Et qui l'impressionne beaucoup. Dit comme ça, on a l'impression que c'est expliqué. C'est pas expliqué. Ou assez peu expliqué. C'est direct. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et il commence à lui raconter un songe. Et on sent que le songe va venir. Alors, ça s'appelle Songe de Mevlido. Ça, c'est un truc qui est assez constant chez Volodine, à savoir que les songes font partie intégrante de la réalité dans laquelle évoluent les personnages. Les songes, les projections et les réalités alternatives.
pour le dire très large, donc les virtualités. Ça, c'est évidemment un truc qui me passionne d'un point de vue, je sais pas, de philosophie littéraire, d'ontologie, et puis qui, stylistiquement, repose sur ce que Ricoeur appelle la vérité tensionnelle de la métaphore. La métaphore, c'est ce qui fait être et ne pas être dans le même temps. Elle n'est pas performative dans le sens où elle fait advenir, littéralement, comme la métaphore biblique, mais en tout cas, elle permet un nouveau régime de vérité qui, in fine, est celui de la fiction. Et ça, c'est parfaitement représenté chez Volodine, notamment par les jeux d'emboîtement des récits. Donc ça, vraiment, en narrato, c'est comme ça qu'on peut le dire d'une façon un peu... ouais, voilà, c'est un peu... ça a l'air technique, quoi, un peu simpliste. Est-ce que le technique est simpliste? Ça serait un sujet de réflexion. Mais en tout cas, ça va permettre d'intégrer le songe et les réalités alternatives au cœur de la réalité elle-même. C'est pas qu'il y a une mise en abîme de la fiction, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre la réalité et la fiction dans un monde post-apocalyptique. Ça peut rappeler ce que fait Orwell en 1984, ou de ce qui est théorisé au niveau du fascisme, que le pire, ce n'est pas... le pire, c'est pas forcément le pire, mais qu'une des caractéristiques du fascisme, c'est la dissolution de la vérité. Et donc on sait plus ce qui est réel, ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que le post-apocalyptique, parce qu'on vit dans un monde qui succède à une apocalypse, qui n'est jamais réellement donnée, parce que la vérité est perdue, et parce que la délimitation, par exemple, entre mort et vivant n'est pas nette. C'est ce qu'on a dans Bardo, Arnaud Bardo, très très clairement, et dans plein d'autres livres de Volodine. Mais voilà, moi je suis pas une experte de Volodine, je suis pas une chercheuse là-dessus, sur son œuvre, je suis une amatrice, quoi. Et là, c'est intéressant parce que la psychiatre peut faire advenir, fait parler du rêve. La psychiatrie, finalement, c'est vraiment un des points de jonction entre la rationalité et l'irrationalité. C'est une tentative de rationalisation de l'irrationnel. Ce qui peut poser plein de problèmes politiques. Si par exemple, le plus connu, c'est celui de l'hystérie féminine, qui est surtout une construction misogyne. Donc une rationalisation misogyne de ce qui est considéré comme une irrationalité, sans prise en compte par exemple des facteurs sociaux, pour le faire très très rapidement avec un énorme raccourci. Et le rêve de Mevlido, qu'au départ Mevlido n'arrive pas à raconter, et donc il y a toute une réticence dans le dialogue et une espèce de maïeutique de la part de Maggie Young pour faire advenir le rêve. Et je vais vous lire ça à partir de la page 166, et je ne sais pas quand je vais m'arrêter. « Je ne sais pas raconter mes rêves, dit-il, donc Mevlido, en évitant de la regarder en face. Je n'y arrive pas. Ne racontez pas tout, Mevlido, dit Maggie Young. Même un fragment peut suffire. L'essentiel, c'est que vous démarriez. On se débrouillera ensuite tous les deux pour continuer. » Mevlido remua la tête comme se concentrant sur des souvenirs. En réalité, il essayait d'écarter l'énorme masse de renseignements biographiques et oniriques qui encombraient sa mémoire, tout en sélectionnant le début d'un mensonge qui lui permettrait de tenir plusieurs minutes d'affilée devant la psychiatre sans livrer quoi que ce fût d'intime. Alors, parce que la pratique de la psychiatrie est mise en parallèle, alors implicitement, il n'y a pas un truc qui vous dit c'est un peu comme, non, ça y aura jamais chez Volodine, mais avec la pratique de l'autocritique que Mevlido subit de façon très régulière en tant que policier. Et donc il s'agit de raconter des choses biographiques, mais sans non plus s'incriminer, etc. Et en fait, le récit s'ouvre sur une séance de torture et d'autocritique. Il pensait aux femmes de sa vie, à ces femmes qu'il avait perdues comme Verena Baker, ou qu'il accompagnait dans leur folie comme Maleya Bayalarg, ou qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'étreindre jusqu'à l'orgasme comme Sonia Volgolan. Ce n'était pas sur ce domaine qu'il devait s'engager. Il fallait qu'il invente un rêve dont les fantasmes soient neutres. Rien que ça, c'est rigolo. Dont les éléments ne l'entraînent pas trop loin, ne le poussent pas à se trahir. À cet instant, une image surgit et se précisa au milieu des autres, une inspiration qui lui sembla aussitôt bonne à saisir. « Le rituel du gut », dit-il brusquement. « Par exemple, oui, dit Maggie Young. Le rituel du gut, oui. » On discernait dans son intonation une certaine prudence. Le chamanisme coréen ne lui était peut-être pas totalement familier. Le gut, la cérémonie pendant laquelle la chamane danse et chante pour s'adresser aux morts et les apaiser, ne fait pas forcément partie des matières enseignées en psychiatrie.
Soit dit en passant, je le regrette. Mais bon, je m'arrête juste une minute. Ça, c'est un truc que j'aime énormément dans Songe de Méphisto, qui arrive dans aussi d'autres romans de Volodine, mais pas partout, qui est donc ces intrusions d'auteur, ou les interventions d'auteur, qui ne sont pas complètement de l'ordre du conte, ou presque du baratinage, comme on avait pu le voir chez London, mais qui apparaissent, et on a comme ça cette figure du narrateur, voire auteur, qui va suivre régulièrement le personnage sans que le personnage ne le voit. Ça rompt pas le quatrième mur, c'est pas un effet de métalepse hyper brutal, comme dans le roman comique de Scarron, c'est hyper intermédiaire, c'est super intéressant. Le chant de la Mudang pendant le gut. Luga, proposa Méphisto. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Il laissa la scène se présenter à lui. Hop, on entre dans un autre régime de réalité. Des personnages apparaître, l'image gagnait en netteté. Il ignorait où elle allait le mener, mais il lui semblait qu'en partant de là, il pourrait louvoyer sans risque, à bonne distance de tout écueil. Oui, il encouragea la psychiatre. Luga, oui. Mais Méphisto sentait le souffle du ventilateur à la racine de ses cheveux. Il savait que son front brillait, que plusieurs gouttelettes grossissaient entre sa bouche et son nez. Il fixa une granulation de plâtre sur le mur. « C'est d'abord une femme qui appelle, dit-il. Une femme dans Factory Street. Elle a une voix puissante. On se rend compte immédiatement qu'elle s'adresse plus à des morts qu'à des vivants. Avant la cérémonie, elle était petite, élégante, et voilà qu'elle n'est plus qu'une voix. Une voix qui hèle les errants défunts des alentours. Elle se baisse vers la terre et elle fait pendant plusieurs minutes des gestes dansés que je ne comprends pas. Puis elle reprend son appel. Elle chante dans la langue des disparus. Elle est habillée d'une longue robe shocking green, serrée très haut sur la poitrine par un ruban vert pâle. Après un moment, j'entends prononcer son nom. Des gens assistent à la cérémonie. Ils se sont rassemblés à l'entrée du couloir qui donne sur la rue. Ils chuchotent. Ils parlent de la Mudang entre un d'officiers. Mudang, je le rappelle, est le terme coréen par lequel on désigne les chamans. Selon ces gens qui échangent des avis à voix très basse, c'est une Mudang exceptionnelle. Ils disent son nom. Ils disent qu'elle s'appelle Linda Sio. Tout le monde écoute sa voix qui interpelle les morts. Ce sont des cris tragiques, ensuite ce sont des chants. Elle s'adresse aux morts déjà venus ou à venir. Elle s'adresse à nous. Elle chante sous la pluie. Celui qui frappe un tambour pour l'accompagner est invisible. On est dans une rue extrêmement sombre. Les gens se sont abrités dans les encadrements de portes, ils se pressent les uns contre les autres. Linda Sio est seule sous la pluie, elle chante et elle danse. L'étoffe, bien que trempée, ne colle pas à son corps, sa voix est plus forte que les bruits de l'eau qui tombe. L'univers s'est transformé en cascade rageuse, mais la voix de Linda Sio est plus forte. Il y a trop de monde sur le seuil, à l'entrée du couloir où je me tiens. Je ne suis pas au premier rang, et je ne vois pas bien. Je m'écarte du groupe des spectateurs, je monte l'escalier de l'immeuble pour regarder Linda Sio depuis chez moi, par la fenêtre. Pendant que je monte les marches, je réfléchis à ce que dehors Linda Sio s'efforce d'accomplir. Elle voudrait peut-être que nous dialoguions mieux, qu'entre nous les distances s'effacent. Entre nous, fait Maggie Young. Entre nous, qui? Entre les morts, dit Méphisto. Elle veut que le dialogue s'établisse. Je réfléchis en gravissant l'escalier noir, mais je ne parviens à aucune conclusion. De toute façon, dans ce rêve, depuis le début, je me sens mentalement diminuée. Mes mouvements obéissent à des forces que je ne contrôle guère, les pensées et les paroles que je formule ne m'appartiennent pas vraiment. Mentalement diminuée et étranger à moi-même. Arrivé au 4e étage, je pousse la porte de mon appartement, l'électricité ne fonctionne pas. C'est la nuit, mais il y a des résidus de clarté qui rendent les déplacements possibles. Dans la chambre, le lit est vide. Je vais me poster à la fenêtre. Je me penche pour voir ce qui se passe dans Factory Street. Je ne vois personne. Ni la Mudang, ni le musicien qui accompagne la Mudang, ni les gens qui l'instant d'avant murmuraient son nom. La pluie redouble. Poulailler 4 à l'air désert. Dans l'immeuble d'en face, une fenêtre est éclairée et grande ouverte. Le rideau de la pluie brouille l'image. La pluie pose des stries verticales sur les choses. Par l'ouverture, on entend un enregistrement ethnographique qui date de plusieurs siècles, avec au premier plan le bruit de l'aiguille qui creuse son chemin dans le passé, dans la poussière qui encrasse les sillons obscurs. Les bruits sont goudronneux, réguliers. La plupart du temps, ils se confondent avec l'écoulement de la pluie. Quelquefois, au milieu de cela et très lointaine, on surprend les vibrations d'une peau de tambour. Je ne suis pas musicien, mais j'en sais assez sur la musique pour savoir qu'il s'agit d'un rythme tungouz ou coréen. J'écoute avec une grande angoisse. J'ai le sentiment d'une perte irréparable. J'ai l'impression que ce tambour s'adressait à moi autrefois, mais qu'il est beaucoup trop tard pour que son effet me soit profitable ou même compréhensible. Je ferme les yeux,
À ma mémoire se présente l'image de Linda Sioux qui dansait et chantait sous la pluie quelques minutes plus tôt. Maintenant, le souvenir de Linda Sioux et les documents sonores se combinent de façon harmonieuse. Linda Sioux chante Louga, le tambour rythme Louga. La pluie crépite. J'ouvre les yeux pour voir ce que la nuit nous offre. De l'autre côté de la rue, je sais qu'un homme, la nuit, a pour habitude de faire fonctionner un gramophone. Il laisse toujours sa fenêtre grande ouverte. La lampe chez lui est allumée, la pluie pose des stries verticales sur les choses. Mais j'ai déjà dit cela, je crois. Oui, vous l'aviez dit, confirma Maggie Young. Entre la psychiatre et son patient, naquit un silence. Elle n'aurait peut-être pas dû intervenir. Mais Vlido fixa un point sur le mur. Il s'était un peu tassé. Depuis une minute, il parlait sans intonation, comme s'il était sous hypnose ou complètement dégoûté de lui-même. Un serpent de foudre se refléta sur une partie du ciel. Des secondes plus tard, le roulement du tonnerre arriva sur Memorial Avenue. « Je n'aurais pas dû vous interrompre, dit Maggie Young. Excusez-moi. »« Je ne me rappelle plus de la suite, constata Vlido. »« Vous regardiez une fenêtre de la maison d'en face, rappela Maggie Young. Elle était éclairée. Un gramophone crachait de lointains coups de tambour. »« Oui, dit Vlido. » Puis il se tut. « Il pleuvait, dit Maggie Young. Vous m'avez dit que la pluie tombait. Vous écoutiez la musique à travers le murmure de la pluie. Vous regardiez la fenêtre d'en face à travers ce rideau qui vous empêchait de voir. »« Non, dit Vlido, la pluie ne m'empêchait pas de voir, elle brouillait l'image, mais je voyais. Je voyais assez bien. Dans l'appartement d'en face, une femme dansait. Elle ne bougeait pas beaucoup, elle se démenait lentement et sur place. C'était une gesticulation rituelle. Elle n'avait pas de vêtements particuliers. J'avais le sentiment qu'il s'agissait de Maleya Bayalargue. Elle portait un t-shirt et un short très ample. Elle a 50 ans, elle se néglige, elle n'a pas toute sa tête. Il y a longtemps qu'elle a sombré folle. Je l'ai reconnue à sa manière de se tenir. Vous savez, j'éprouve pour elle une grande affection. Nous nous soutenons dans la vie, nous sommes ensemble, nous traversons ensemble ce qui reste. Je l'ai reconnue à ses bras un peu potelés, à sa lourdeur épuisée à son ventre. Elle n'a plus le ventre lisse de sa jeunesse. Elle dansait Louga. Il marqua une pause. Il devait estimer avoir assez menti, assez embrouillé l'histoire pour que la psychiatre ne dispose d'aucune piste pour aller jusqu'à lui. Maintenant, il se détendait. Il se redressa sur la chaise, son regard revint plus franchement sur Maggie Young. « Elle dansait Louga », répéta-t-il. « Attendez, Vlido, fit Maggie Young, comme si elle était avant tout intéressée par ce détail. Qui se trouvait dans l'appartement d'en face, en train de danser ? Maleya Bayalargue ou Linda Sioux ? Je ne sais plus très bien, dit Vlido sur un ton songeur. Maleya Bayalargue ou Linda Sioux, je ne me rappelle plus, ou une autre. La psychiatre bougea les mains, une évidente déception voilait la beauté de son animal visage. En tout cas, c'était elle, dit Vlido. Et c'est la fin du chapitre de la séquence, je ne sais. Quelques mots, parce que le texte ne les mérite peut-être pas, mais en tout cas, on va essayer. C'est un récit fait pour contenter une psychiatre, mais qui ne doit pas être biographique. Donc déjà, on ne sait absolument pas dans quoi on se situe. On ne sait pas. Donc évidemment, le songe raconte quelque chose qui n'est ni rationnel ni irrationnel et qui joue avec les limites de la réalité rationnelle en montrant une autre réalité, mais cela donc dans un récit lui-même soumis à caution pour ce qui est de sa fiabilité. Puisque ce récit ne devrait pas permettre de remonter jusqu'à Vlido, et pourtant. C'est un récit où on ne sait pas qui est qui. Ça, c'est tout à fait typique de l'onirisme et du rêve. Qui est qui, comment les personnages se transforment, les lieux se transforment. Mais ce manque de fiabilité, d'assurance, de rationalité, qui est donc parfaitement onirique, qui correspond aux critères de l'onirisme, n'empêche pas Vlido de dire « c'était elle ». Et ça, c'est extraordinaire. Parce que même si elle, on sait qui c'est, de telle ou telle femme, dans tous les cas, c'est elle. Vous voyez, c'est exactement la vérité tensionnelle de la métaphore, cette contradiction ontologique que Ricoeur voit dans la métaphore et qui permet un saut dans un autre régime de vérité et qui donne un statut tout à fait à part à la fiction. La fiction, là, elle est réelle et ses conséquences sont absolument réelles. Et en même temps, c'est un récit donc, qui est dialogué, un récit qui s'interrompt, un rituel qui n'est pas compris, et on ne sait pas à quoi ce rituel va aboutir. Alors les personnages, Linda Sioux, par exemple, ce sont des personnages qui apparaissent déjà, et dont l'identité est aussi instable dans le récit. Donc même le nom ne permet plus de désigner comme il le devrait. Et cette instabilité permet, en fait, d'arriver
à quelque chose donc, qui va être de l'ordre du psychopompe, de l'évocation, donc de l'appel des morts, et de l'appel de ce qui n'est pas encore. Elle parle aux morts et à ceux qui ne le sont pas encore. Et ceux-là ne sont pas les vivants. C'est encore autre chose qui se déroule et qui se perturbe sous nos yeux. Ça passe donc aussi par l'image peu nette, le manque de fiabilité, l'épaisseur temporelle qui est donnée. Un gramophone depuis des siècles. On sait, nous, que le gramophone n'est pas si ancien que ça. Donc, on sait qu'on est beaucoup plus loin dans le temps. Mais on n'a pas de date. On ne sait pas exactement où on en est ni ce qui s'est passé. C'est ça qui va donner une impression à la fois de familiarité, d'infamiliarité, même inquiétante. Ce sont des choses qu'on peut imaginer, et qui vont nouer en plus des régimes temporels et des régimes de rationalité, dans le même temps, différents, ensemble. Donc des choses très anciennes et des choses du futur, de l'avenir, et d'un avenir sombre. Des choses très rationnelles et très irrationnelles en même temps. Et tout ça, le fait que Melville soit un policier, et un policier sur le point de sombrer, dans la folie, entouré, sombre et fou, et lui-même accompagné de personnages atteints du même genre de folie, et un policier qui joue double, voire triple jeu, et on ne sait pourquoi. Un policier donc qui va songer, donc on est vraiment dans ses songes. Ça fait qu'on ne sait plus tellement où on en est, mais que tout devient possible dans le même temps. Et c'est la façon dont ces choses se nouent qui ne va pas être donc expliquée, mais à laquelle on est directement confronté. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est pas ab ovo depuis l'œuf. On va avoir une explication, alors il y a très longtemps, etc. C'est le début de Star Wars. C'est jamais expliqué. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de théorie, c'est directement montré, donc in medias res. C'est le fameux show don't tell des ateliers d'écriture américains. Montre-le, ne le raconte pas. Alors bien sûr, montrer, ça va être quand même montrer le personnage traversant donc ces quartiers, Poulailler 4. Et je suis à peu près certaine qu'il va finir par aller voir quelque chose de très proche de ce rêve. Mais j'y suis pas encore. Ça va être la traversée de ces rationalités, onirisme, chamanisme, c'est pas la même chose, hein. Progressivement, tout ça, ça va pas être expliqué, analysé, et c'est un enquêteur qui ne peut réellement, ou qui n'enquête pas réellement, ou qui enquête pour son compte, et qui truque l'enquête dans le même temps. Et donc, là, c'est en ça qu'on a quelque chose qui va être réellement de l'ordre du transport littéraire. Une petite explication de texte pour les vacances, c'est même pas une explication de texte, surtout une lecture. Lisez Antoine Volodine. Je vous dis à bientôt.